C'est un très grand honneur pour moi de présenter aujourd'hui, dans le cadre de ce séminaire, ou un colloque plutôt, sur le centenaire du musée de Damas, cette présentation qui trace un petit peu quelques étapes de la constitution de l'idée de ce musée et comment il a été concrétisé par la suite par les différents acteurs. Alors, je tiens d'abord à remercier les organisateurs et particulièrement Mathilde Ayoub et Mourad Montaziri et toutes leurs équipes pour la parfaite organisation de cette activité et surtout dans des conditions en ce moment sanitaires un petit peu délicates. Alors, la présentation d'aujourd'hui sera articulée entre trois parties avec une petite conclusion vers la fin. Alors, la première partie, j'essaierai un petit peu de donner le contexte politique de la création du musée de Damas dans le cadre général de la fin de la Première Guerre mondiale et le départ de l'Empire ottoman du Levant et de l'ensemble du territoire qu'elle occupait depuis à peu près 4 siècles. Alors, il y a eu trois événements majeurs qui vont dicter un petit peu la politique archéologique et la politique muséographique dans ce contexte. C'est d'abord l'accord de Sykes-Picot en 1916 qui a donné la Syrie et le Levant et une bonne partie de la Turquie sous l'autorité française et par contre la Mésopotamie, l'actuelle Jordanie et la Palestine, une partie de la Palestine pour l'autorité britannique. Alors, à la fin des hostilités sur le terrain, les Anglais occupaient presque toute la région et ils ont commencé progressivement à livrer une partie des engagements de l'accord de Sykes-Picot aux Français en attendant le traité de Sèvres en 1920 qui va concrétiser une situation sur le terrain un petit peu étrange. Alors la France est là la main sur la côte syro-libano un petit peu et la Palestine du Nord et une partie de la Turquie au niveau d'Adana et elle vise à récupérer la Syrie. Cette fois-ci c'est réduit, on n'a pas la même extension qu'on l'a vu dans Sykes-Picot. Mais bref, ce traité de Sèvres a été contesté par les Atatürk et la Turquie va lutter pour avoir un deuxième traité de Lausanne en 1923 où elle va récupérer une partie de la Syrie du Nord et elle va récupérer surtout Adana et la région de Cilicie et Mardin et toute une bande qui limite la partie nord de la Syrie. Et la situation, on le voit sur l'écran, la ligne bleue, c'est les accords Sykes-Picot et le traité de Lausanne qui donne un petit peu les limites actuelles de la Syrie. Alors, dans ce contexte, la France est là, la main libre sur l'ensemble de ce territoire. Elle va rapidement éliminer le roi Faisal qui a régné à peu près pendant la présence des Anglais pendant 1 an et demi et elle domine carrément toute la politique archéologique de la question syrienne, de la question archéologique syrienne. Alors, quelle était la situation au niveau des musées avant l'arrivée des Français? Alors, on sait très bien que Beyrouth va jouer un rôle très important dans sa position sur la côte méditerranéenne orientale comme ouverture vers le monde occidental. Alors, on avait, dès le milieu du 19e siècle presque, 1868 et 1870, un musée à l'Université américaine de Beyrouth. Et on a ici 2 photographies qui montrent le premier noyau de ce musée au College Hall et après l'emplacement définitif du musée au Post Hall à partir de 1902.
Ce musée a été constitué au départ d'une collection de poterie chypriote rapportée par le consul à Chypre, Cesnola, et après c'est agrandi et on voit ce qui est exposé actuellement comporte des antiquités qui viennent de la Palestine, bien sûr du Liban, de la Palestine et de la Syrie et parfois même de la Mésopotamie. Alors la deuxième collection qui était en cours de constitution, c'était la collection des pères jésuites qui, grâce au père Ranzeval, il a réussi à collecter dans le couvent à Gemaizé des pères jésuites une collection assez importante. Mais dès que le mandat français a commencé, les pères jésuites ont pratiquement donné cette collection au jeune musée qui vient d'être constitué par la France, qu'on va voir un petit peu plus loin. De coup, avec ces deux noyaux de collection, le musée de l'Aïoubi et le musée et la collection des pères jésuites, on peut avoir une idée qu'il y avait un intérêt réel, local de l'archéologie et de commencer à réfléchir à collecter l'ensemble des découvertes qu'on les trouve dans ce territoire. Alors, l'action française. Alors, la France a commencé ses actions dès la fin de l'hostilité. En 1918, c'est le haut-commissaire François-Georges Picot qui va orienter pendant 1 an et demi cette politique. Alors, cette politique va passer par 3 étapes. D'abord le congrès syrien de Marseille, après la création du service des antiquités et la création de 2 musées. Alors, le congrès français sur la Syrie de Marseille, alors c'est un congrès très important qui a été organisé à Marseille par la Chambre de commerce en 1919, au au mois de janvier, et il y avait plusieurs sections. Et la section archéologique était assez importante. Il y avait pas mal des savants et pas mal des orientalistes français qui ont essayé de donner et d'influencer le Haut Commissariat à Beyrouth d'une politique précise. Et cette politique comportait plusieurs éléments. Le plus important parmi ces politiques, la création des musées. Et surtout renforcer le cadre local pour gérer ces musées. Et on voit ici le volume des actes du colloque avec les recommandations lues par Ernest Bablon, qui était membre de l'Institut à cette époque, et qui donne les 6 éléments les plus importants de cette politique. Alors, cette politique, comme j'ai déjà dit, Picot va commencer à l'appliquer et c'est le général Gouraud qui va créer quand il a appelé Joseph Chamonard de l'école française d'Athènes, d'organiser pendant presque 9 mois le service des antiquités. Alors Chamonard, qui avait une expérience archéologique et une expérience d'organisation muséographique, va mener un travail assez important. Durant 6 mois. De coup, dès 1920, on a un service des antiquités qui gère la question archéologique syrienne et par là, il va créer et renforcer 2 musées. Le premier musée, c'est le musée français de l'art antique du Levant, qu'on trouve ici une photo du jardin et un petit peu sa façade cachée par les arbres et un petit inventaire des objets. Alors ce musée était constitué par les objets trouvés au cours des travaux menés par les inspecteurs français dans la région côtière. Et un petit peu à l'intérieur, une fois que la situation s'est rétablie entre les mains des Français. Alors le deuxième musée, c'est Honor, dans la Cilicie, c'est le musée d'Adana.
Alors c'est le général normand qui a récupéré un vieux bâtiment pour constituer un musée avec une collection assez importante. Et on voit ici les deux photos du musée, la façade du musée avec un sarcophage et l'inventaire qui se trouve à droite. Malheureusement, ce musée va passer entre les mains des Turcs au moment où la France va se retirer après le traité de Lausanne de la Cilicie, et il va continuer à avoir une activité jusqu'à son renouvellement il y a une trentaine d'années. Alors, maintenant je passe, après ce contexte général, pour voir qu'est-ce qu'on avait avant la création du musée de Damas, au sujet un petit peu ce qui nous intéresse. Et vous allez trouver tout de suite que je parle le premier cinquantenaire du musée de Damas. Je ne parle pas du centenaire, cinquantenaire. Alors je laisse à la fin, dans la conclusion, pour expliquer pourquoi je traite uniquement 50 ans, pas 100 ans de la vie de ce musée. Alors, ces 50 ans, si on essaie d'analyser, on va voir qu'on a 7 étapes où le musée va passer et va agrandir et va avoir un petit peu de pouvoir archéologique durant ces 50 ans. Alors la première étape, c'est la fondation. Alors la fondation, c'est dans une école de la période Mamelouk, Al-Madrasa Al-Adiliya, où on a, comme partout dans ces écoles de cette époque, on a un lieu saint et on a un lieu pour donner des cours et un lieu pour habiter. Alors, c'est une école assez originale. On voit une photo qui date de l'époque avec un plan. L'installation du musée va accompagner la création en même temps de l'Académie arabe, l'Académie scientifique arabe de Damas et la Bibliothèque nationale. Bien sûr, la Bibliothèque nationale a été créée un petit peu avant, mais elle était à partir de 1919 liée directement à l'Académie scientifique arabe de Damas. Alors, voilà quelques objets de ce premier musée. Alors, la collection a été collectée un petit peu de Damas, de la région de Damas, la mosquée des Omeyyades, l'école sultaniya, un petit peu d'Alep, un petit peu de Homs, de Palmyre, de Qaryatayn, de Salamiya, de Zahle. Ça veut dire la région qui était sous l'autorité de Faisal, le gouvernement arabe à cette époque. Parce que 1920, les Français n'étaient pas là à Damas, ils étaient à Beyrouth uniquement, et il y avait un gouvernement arabe qui gère la partie centrale de la Syrie. C'est pour cela qu'on va voir que la plupart des collections viennent de cette région. En plus de ça, l'Académie va profiter du départ des Allemands après la défaite de la Première Guerre mondiale, et ils ont récupéré les objets qui se trouvaient dans le consulat allemand à Damas, qui s'était assez riche. C'est une collection qui a été un petit peu groupés par les consuls et les vice-consuls sous l'autorité de Max von Oppenheim, le grand fouilleur et le grand espion allemand de la Première Guerre mondiale, celui qui a fouillé Tal Halaf et il a trouvé les sculptures les plus spectaculaires. Du coup, alors on a un noyau assez important, alors géré dans le Madrasa Al-Adiliya avec l'Académie arabe, l'Académie des sciences arabes de Damas. Alors, ce qui est assez étonnant, dès le premier numéro de la revue de l'Académie, on va voir le 3e article, un des membres de l'Académie qui est Mitri Kandalaft va publier un article dans Wasf Ba'd al-Adiyat, ça veut dire la description de quelques antiquités. Alors il va faire en quelque sorte un petit inventaire
où il donne un petit peu l'origine de la collection. C'est un petit article de 4-5 pages, mais quand même, ça marque un effet assez étonnant que l'Académie pense sérieusement que le musée devrait être un élément très lié à son activité. Et en plus de ça, on voit que Kurd Ali, le fondateur de l'Académie, à plusieurs occasions dans ce même numéro et dans les numéros suivants, il va essayer de parler de l'organisation des antiquités et surtout de gérer l'activité sur le terrain. Et cette activité va être un des éléments importants de l'Académie, car les académiciens, à cette époque, ils étaient 8, ils vont constituer deux équipes, parmi eux et parmi d'autres de la communauté damascène, pour gérer un petit peu, pas les fouilles proprement dites, mais la constitution des collections. Un comité pour Damas et sa région, et un autre comité au sens dans toute la Syrie intérieure, ça veut dire d'Alep jusqu'à Palmyre et jusqu'à la région de Homs. Et à cette époque, ils notent qu'ils ont passé une mission à Palmyre et ils ont récupéré pas mal des objets pour ce musée, qu'on les trouve actuellement au musée national de Damas. C'est une collection assez importante de sculptures et de bustes funéraires. Alors, la deuxième étape, à partir de 1919 jusqu'à 1931, ça veut dire l'apparition du premier catalogue de cette exposition, on va trouver une activité qui est renforcée par des acquisitions, mais on ne parle pas beaucoup de musées. On parle par exemple que le musée et l'Académie, c'était toujours lié, comme j'ai déjà dit, a accueilli René Dussault en 1922. Alors ça, c'est un événement majeur, parce qu'on sait très bien que René Dussault était un des fondateurs de l'école archéologique française en Syrie. C'est l'homme clé de cette archéologie. Et à cette occasion, et on va voir un petit peu plus loin, Dussault, il ne va pas manquer l'occasion de la création de ce musée par les Syriens pour proposer d'envoyer un de ces jeunes qui travaillaient dans le musée à Paris, à l'école de Louvre, qui va devenir le premier conservateur. On va voir un petit peu plus loin quand on va parler des 3 premiers conservateurs. Du coup, cette période était assez riche. Le haut-commissaire passe pour la visite. Louis Massignon est là pour une visite et il voit les antiquités islamiques, etc., etc. Disons, une activité un petit peu dans le cadre du mandat, mais qui garde un petit peu une liberté et une autorité interne à l'Académie et au musée, où la France n'a pas interféré dans les affaires de ce musée. Alors, du coup, le premier catalogue édité en 1931 à l'occasion de l'exposition coloniale de Paris, va donner vraiment le premier élément visible de cette collection, et on voit ici la page de couverture et la page concernant la collection, où on voit très bien que les collections viennent de certains sites, Cheikh Saad dans le Houran, Tel Nabiman dans la région de Homs, la région de Mesherfé, encore Homs, et Doura Oropos, et bien d'autres sites. Alors, il faut dire qu'à cette époque, l'Académie et le musée vont s'arranger avec le Haut-Commissariat, parce que, comme j'ai déjà dit, le service des antiquités était à Beyrouth. Alors, il va gérer la question archéologique et on va dicter et même obliger le Haut-Commissariat que les antiquités doivent être livrées à Damas pour ce qui concerne la Syrie, et on voit les sites syriens. Alors, voilà quelques photos pour donner un petit peu un air nostalgique de cette exposition coloniale, où on voit le pavillon de la Syrie qui représente pratiquement un petit palais damascène, avec au milieu les collections de craques des chevaliers et l'affiche. Et je passe directement à la 3e étape qui va commencer
à partir de 1936. Alors cette troisième étape, le conservateur du musée, l'émir Ja'far, va trouver que vraiment l'espace dans la madrasa où se trouve l'académie est devenu un espace vraiment très réduit. C'est pour cela qu'il a pensé et envisagé immédiatement de créer un musée à l'extérieur, dans la banlieue. À cette époque, c'était la banlieue de Damas, où il a choisi un terrain assez immense, à côté de la rivière Barada, et on voit ici le premier noyau. Alors, on a confié, en plein accord avec le service des antiquités, la conception de musée à un architecte français, Michel Écochard. Alors Michel Écochard a conçu, et on va voir un petit peu plus loin, dès le début que ce soit un musée qui pourrait être évolué avec plusieurs parties. C'est pour cela qu'on voit ici la première partie, et dans cette partie, alors c'était conserver les antiquités classiques et d'autres antiquités qui viennent des fouilles, comme on a déjà dit, et on voit ici les galeries et les salles, et la partie administrative était là. Alors, tout de suite, Écochard va penser à reconstituer, pour donner un petit peu de valeur à ce musée, à reconstituer des parties des monuments antiques qui ont un intérêt muséographique. Et on va voir, voilà Écochard à Palmyre qui tourne avec c'était un architecte. Alors, il va constituer, voilà, ça c'est une vue de cette partie, et avec un timbre, et voilà la partie dans le cadre de l'ensemble du musée. Alors, il va reconstituer à l'intérieur du musée un hypogée palmyrénien, l'hypogée de Yarhaï, et voilà une photo en bas où on voit la reconstitution au musée de Damas, qui est une réussite parfaite, et le synagogue de Doura Oropos, avec l'unique synagogue dans le monde où il y a de la peinture. On voit ici le moment de la reconstitution de ce synagogue à l'angle du musée, et c'est une réussite parfaite, ce travail. Alors, et voilà ici, le jour de l'inauguration, ça a duré un temps fou, le jour de l'inauguration de cette synagogue, où on voit Schlumberger avec Herriot, le grand politicien du parti radical, au moment de l'inauguration avec le haut-commissaire et Salim Abdelhak. Vous allez me dire, mais pourquoi Herriot était là? Alors, Herriot était là parce que on sait très bien que Herriot était pris par, les Allemands ont pris comme otage, et il a été libéré par les Russes à cette époque, et le chemin de retour passait par Damas, et il était là, alors de coup, il a assisté à cet événement. Alors, la quatrième étape commence avec la première reconstitution à partir de 1945, ça veut dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et ça va durer à peu près 5 ans. Alors c'est pratiquement la reconstitution de la façade de Palais Hir qui a été fouillée par Schlumberger en 1936. Alors là, on voit l'emplacement de cette reconstitution. En même temps, on va transformer, disons, on va déplacer l'administration qui était là à un aile assez important à l'angle du musée. Alors, cette reconstitution a été gérée par Michel Écochard et Nassib Salibi, qui ont réalisé un travail minutieux parce que l'ensemble de la façade était écroulé. Et voilà Abdelhak, qui est devenu en 1950 le directeur des antiquités, parle au moment de l'inauguration le 25 août. Alors, la 5e étape, c'est la deuxième extension vers l'ouest, à partir de Qasr al-Hir, avec 3 étages. Cette fois-ci, on voit l'extension vers l'ouest et plutôt vers le nord-ouest. Ici, à cette époque, en 1953, avec cette extension, Abdelhak a envisagé de créer en même temps 3 départements,
parce qu'avant c'était le département des antiquités classiques, il va créer 3 départements, le département de l'Orient ancien et le département islamique, arabo-islamique, et le département d'art moderne, et il va tout de suite organiser des expositions. On voit la première exposition sur les découvertes de 1952, et voilà une galerie. Vous voyez, il faut imaginer cette galerie dans les années 50, c'était vraiment quelque chose avant-gardiste, vraiment, c'était quelque chose de très visionnaire. Maintenant, c'est un petit peu démodé. Et il va organiser, quelques années après, la deuxième exposition disons, des découvertes récentes, et on voit ici Abdelhak avec le président de la République, Choukri Ouatli, et derrière lui, Chefer, le fouilleur de Ras Shamra, avec sa femme. Alors la 6e étape, et c'est l'avant-dernière étape, qui va durer à peu près 8 ans, de 1956 jusqu'à 1962, elle va constituer pratiquement une extension vers le nord, et la création de plusieurs galeries, et surtout le département des antiquités orientales. Et on va eu l'idée de reconstruire à l'angle, à côté de la bibliothèque, ce qu'on appelle la salle Damascène. C'est un don de Jamil Mardambek, le Premier ministre à cette époque, et c'est une salle Damascène très fameuse. Alors, de coup, comme ça, on peut dire qu'en 62-63, le musée va trouver son extension maximale. Et j'ai signalé qu'à côté de la salle Damascène, on va encore construire ou aménager une bibliothèque qui est une des bibliothèques les plus importantes de l'archéologie, qui a une collection assez importante. Le fonds, c'est le fonds de l'émir Ja'far, et le premier musée qui se trouvait à Madrasa al-Adliya. Et on a aménagé à la fin une petite galerie dans le département de l'Orient ancien. Voilà l'extension maximale du musée. Alors la dernière étape, c'est l'étape du cinquantenaire. Alors la direction va en 1969 organiser vraiment un événement majestueux. Alors c'est Mohamed Abou Faraj El-Ash qui va gérer, qui était le conservateur en chef du musée, qui va gérer cette activité, et c'était en pleine collaboration avec l'Académie arabe scientifique de Damas, parce que les deux ont été créés presque en même temps. Alors, Abou Faraj El-Ash, il va présenter 2 grands discours dans le cadre d'une festivité dans le grand amphithéâtre de l'Université de Damas sur le cinquantenaire. Voilà les 2 premières pages de ces 2 discours qui vont être publiés dans la revue de l'Académie. Vous voyez comme jusqu'à maintenant, c'était les 2 liés ensemble dans leur activité. Alors, j'arrête là. Je ne veux pas parler de ce deuxième cinquantenaire. Je préfère rester au niveau de du premier cinquantenaire, et je passe maintenant à analyser quelques éléments avec le temps qui me reste. Ça veut dire le rôle de l'Académie scientifique arabe de Damas. Comme j'ai déjà dit que l'Académie a passé par plusieurs étapes que je ne veux pas ici les donner, mais au bout d'un an et demi, elle est devenue une académie avec un statut comme l'Académie française. Il y avait des membres syriens avec des correspondants, et des membres étrangers avec des correspondants, et l'Académie était censée à conserver la langue arabe, mais pas uniquement la langue arabe, mais diffuser encore la science universelle. Ça veut dire diffuser
tout ce qui est en relation avec l'agriculture, avec la médecine, avec l'architecture, etc., 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 et l'archéologie, bien entendu. C'est pour cela cette notion un petit peu universelle, on va le perdre à partir du cinquantenaire où elle va devenir un petit peu le lieu où on conserve uniquement la langue arabe. C'est bien, mais elle a perdu vraiment énormément parce que la langue arabe reste très limitée comme action. Bon, alors, le deuxième facteur qui a diffusé un petit peu l'affaire muséographique et l'archéologie, c'est la revue de l'Académie. Et on voit ici, le premier article, disons l'article inaugural de Kurd Ali, le président de l'Académie, où il parle de l'archéologie et il parle surtout de musées. Et ici, à côté, comme on a déjà vu l'article de Mitri Kandalaft, encore dans le premier numéro, qui parle des antiquités. Alors ici, voilà, j'ai essayé ça a pris à peu près 3 mois de travail, mais j'étais confiné chez moi et j'avais les numéros en PDF, alors de voir un petit peu comment s'est développée la revue de l'Académie pour les questions archéologiques, et on voit très bien que à peu près entre 1931 et 33-34, un pic énorme où vraiment il y avait une quantité, et on voit très bien que la partie jusqu'à 69, l'Académie jouait un rôle important dans la diffusion de l'archéologie et les affaires muséographiques et l'étude de telle inscription ou de tel objet qui se trouvait dans le musée. Après, on va perdre petit à petit disons, cette tradition. Alors, au niveau des auteurs, encore un autre, alors on va voir que l'émir Ja'far, qui a le pic le plus important. Après, il y a Kurd Ali et il y a plusieurs grands savants comme comment il s'appelle, Issa Skandar, c'est un spécialiste de l'archéologie qui vont publier des articles, mais la plupart des académiciens ont joué un rôle dans la publication. Alors, les 3 premiers conservateurs. Je me suis contenté de donner une idée de ces 3 premiers conservateurs parce que je ne peux pas élargir énormément. Alors, le premier conservateur, comme j'ai déjà dit, c'est l'émir Ja'far Abdelkader al-Husseini, al-Hassani. C'est le petit-fils de Abdelkader et c'était un homme très brillant. Un homme très brillant. Son père était l'ami à Dussault. Même il a accompagné Dussault pendant ses missions en 1996 et 1997 en Syrie du Sud. C'est pour cela que la famille était en relation avec Dussault, et Dussault a trouvé qu'il était très brillant. Il a été admis comme fonctionnaire à l'Académie dès 1921. Alors, Dussault, pendant sa visite, la fameuse visite de 22, il a proposé de l'envoyer à Paris, et il a été à Paris. Il a été à Paris à l'école de Louvre d'abord, après à l'université de Paris où il a appris la langue orientale. Alors il a fait deux étapes très importantes pour retourner en 1927, et en 1928 il est devenu le premier conservateur du musée. Alors, au bout de quelques années, en 1942, il est devenu académicien. Alors, pendant la période qui va de 1928 à 1947, il va réaliser le passage du musée d'un annexe à l'Académie à un musée avec une identité et un bâtiment un petit peu grandiose. Et il va devenir en 1947 jusqu'à 1950 le premier directeur des Antiquités au moment du départ du mandat français et des Français. Alors, il faut dire que pendant la période qui va de 1928 à 1947, il jouait un rôle clé dans l'archéologie et la question archéologique. Ce n'est pas du tout un musée, mais plutôt
le noyau d'une direction des antiquités. Et tout ce qui se passe pour la région intérieure de la Syrie doit avoir son accord. Ça veut dire si jamais il y a les fouilles, la restauration, etc., etc. Et il avait même un budget énorme où on peut verser de l'argent pour contribuer à telle restauration ou à telle fouille. Alors, le deuxième, c'est Salim Abdel Haq. Il était le deuxième conservateur. Alors, il a fait ses études à Paris. Entre 1937 et 1945, il est marié avec une Française. Il a fait l'école de Louvre, l'Université de Paris, l'Institut d'art et d'archéologie et l'Institut d'urbanisme. Il était là pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et dès son retour, il est devenu le deuxième conservateur pour remplacer l'émir Jafar. Et il est devenu pour 15 ans, un peu plus que 15 ans, entre 1950 et 1965, le directeur général des Antiquités. Alors lui, il va au début profiter de ce que la France a fait pour inaugurer le Palais Hir, mais il va avoir une politique vraiment très claire concernant les affaires muséographiques, et c'est grâce à lui qu'on a eu les extensions, les différentes étapes d'extension et l'agrandissement du musée, et surtout la politique archéologique. Il a géré avec une autorité, où il a géré la question archéologique syrienne avec fermeté, et il était prêt à collaborer. Et c'est ça ce qu'il a laissé comme tradition pour les gens qui vont passer avec lui, que pour être fort, il faut bien collaborer, il faut bien gérer et respecter l'autre. Pas dire que voilà, l'Antiquité est chez nous et voilà, on ferme et ça c'est notre droit, on ne va pas laisser. Non. On est fort, et ça c'est M. Bounni m'a dit, qui était un de ses élèves, on m'a dit, on est fort quand on collabore et quand on accepte l'autre. Voilà, ça c'est une des notions. Alors, le troisième conservateur, c'est un conservateur encyclopédique, c'est Joseph Sabah, qui a resté malheureusement 4 ans au musée. Il n'a pas pu rester, il a eu un cancer et il a décédé en 1955. C'était un grand savant, c'était un spécialiste de la période classique et surtout les langues classiques, le latin et le grec. Et il a acquis pendant ses études à Paris d'abord, entre 1936 et 1939, et ensuite entre 1946 et 1950 aux États-Unis à l'université de Yale, sous la direction de Ingold. Il a acquis une connaissance des langues anciennes, ça veut dire le palmyrénien, l'araméen et le nabatéen, et plusieurs domaines du premier millénaire syrien. Et quand il a retourné, il a essayer de constituer la collection, et c'est grâce à lui qu'il y a eu ces 2 expositions de 1952 et 1955. Et on voit très bien, après la mort de Joseph Sabah en 1955, on a arrêté d'organiser ces expositions. C'était quelqu'un qui maîtrisait parfaitement l'allemand, l'italien, l'anglais et le français. C'était un homme encyclopédique. Il faut dire que j'ai eu la chance d'avoir ces archives d'un ami à moi qui portait le nom de Joseph Sabah, qui est quelqu'un de la famille, et que je suis en train d'étudier ses archives. C'est pas énorme, mais on voit très bien, quand il était à Yale, il a bien profité de sa présence avec Ingold. Alors, les principaux guides du musée réalisés par ces conservateurs, alors 31, comme on a déjà signalé, 51, c'est le département des antiquités classiques, et le guide à l'occasion du cinquantenaire en 69. Alors, le rôle de Michel Ecochard. Michel Ecochard, quand il a fait la conception de ce musée, il a essayé de voir sur le terrain où on voit ici le musée, une vision horizontale, homogène, avec 2 monuments ottomans, Tki et Slémanie, qui se trouvent là, et on voit très bien dans cette section, ou dans ce
cette vue d'ensemble des façades de ces trois monuments que le musée était vraiment homogène avec ces monuments. Et on voit la photo en haut de Tki Slimani et de monuments ottomans. Et en même temps, il a essayé d'aménager un musée à côté d'une rivière. C'est la rivière Barada de Kou. On voit la photo en bas. C'est vraiment une réussite extraordinaire de la part des Kochars, malgré qu'on le critique énormément. Et voilà, en haut, le musée de Damas et le musée, les deux musées jumeaux, le musée d'Antioche qui ressemble parfaitement au musée de Damas. Les deux sont conçus à la même époque par Kochar. Ça, c'est un élément que j'ai trouvé par hasard grâce à un ami au Liban qui m'a montré ces photos, qui est d'origine d'Antioche, qui m'a montré ces plans, et c'est assez fantastique. Alors, ce musée comporte trois noyaux en extension qui s'est développé en extension à partir de sud-est jusqu'au nord-ouest, et il y a eu 4 reconstitutions majeures, le synagogue de Doura Oropos, l'hypogée de Yarhaï, la façade de Palehir et la salle d'Amassen. Alors, un élément très important, à partir de 1931, on voit que la collection devient énorme. Alors, on a essayé de partager et de créer un musée à Alep. De coup, le musée de Damas est voué pour les antiquités classiques et islamiques, et le musée d'Alep pour les antiquités préclassiques, ça veut dire l'âge du bronze. Et on voit ici les salles. C'était l'ancienne résidence de Henri Ponsot, le haut commissaire. Et on voit ici un convoi avec les antiquités qui part de Damas vers Alep. Et on voit probablement en premier plan Antoine Poula-Dorotrou, le conservateur du temps du mandat du musée d'Alep. Alors, la conclusion, comme j'ai déjà promis au début, pourquoi je ne parle pas de la deuxième cinquantenaire? Alors, ça, c'est un sujet très délicat, vraiment un sujet très délicat, parce qu'il faut dire que de 1919 jusqu'à 1969, il y a eu une activité énorme, il y a eu la constitution du musée, il y a eu la constitution, je n'ai pas parlé de ça, disons, des laboratoires au sous-sol où on peut restaurer et on peut créer des vitrines. Et à partir de 1969, la situation commence à dégrader petit à petit, pour arriver dans les années 80-90 à une situation catastrophique. Pas d'activité, tout commence à vieillir, et surtout, par exemple, et je donne ça, c'est quelque chose, à mon avis, assez frappant, on n'a pas édité aucun catalogue. Aucun catalogue. Alors, il faut, pour certaines sculptures, faire appel à des équipes allemandes pour créer le catalogue. Et ce n'est pas dans le catalogue, disons, du muséographique général pour guider, même un petit catalogue pour guider les visiteurs. Il n'y avait pas les pancartes et tout. En tout cas, c'est devenu de plus en plus lamentable. Il fallait attendre que les Italiens viennent en 2008 ou 2007 pour créer un projet qui n'a pas abouti parce qu'on a eu la guerre civile en 2011. Et maintenant, la situation du musée, c'est une catastrophe totale parce qu'on a essayé d'amener les antiquités des différentes zones de guerre et musée, et on a entassé tout. Alors je ne sais pas comment on va s'en sortir. Je pense qu'il faut des années et des années pour revenir à la situation d'avant. Et moi, en 2012, j'ai fait la dernière visite, et ce que j'ai édité dans le livre du centenaire, l'ultime traversée du musée, où j'étais en train de photographier, et j'ai assisté au démantèlement du musée. On a été en train de grouper les objets pour les entasser dans des caisses et dans les sous-sols, et je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner
quelques années après, mais ce sera catastrophique et je dis catastrophique total. Alors on va perdre pas mal des objets, on va pas revenir à la situation d'avant. Il faut un miracle. Et ce qui est, pour terminer, un petit peu étrange, que dès 1979, quand j'ai commencé l'archéologie, je ne sais pas par quelle vision j'ai envisagé une situation assez dramatique dans le musée où j'ai réalisé cette peinture qui est encore le catalogue que j'ai intitulé « Tintin, l'affaire du musée de Damas ». C'était à cette époque, j'étais non, c'est pas encore dans la faculté des Beaux-Arts, mais voilà, alors l'affaire du musée de Damas continue 30 ans après ou 40 ans après, en quelque sorte un schéma ou une vision ou mon interprétation sur 50 ans, les premiers 50 ans de la vie de ce musée, et j'espère un jour écrire la deuxième cinquantenaire, mais ce sera pas très gai. Ça sera pas très gai et ça sera même une vision noire qui pourrait aboutir à des conclusions un petit peu dramatiques. Je tiens à vous remercier vivement pour votre attention et j'espère pour la suite du colloque un succès et une réussite. Merci beaucoup.